On a voulu organiser ça, LDRH Paris Étoile, vous connaissez le groupe, pour vous donner quelques informations, continue à grandir considérablement, donc ce qui fait que ça commence à devenir un tout petit peu compliqué de trouver des lieux. Je sais que peut-être certains d'entre vous ont eu du mal, ou n'ont pas pu d'ailleurs s'inscrire à l'interallié du 25 juin, parce qu'il n'y a plus de place. Et ici, on a dû bloquer les entrées assez vite, parce qu'il n'y avait plus de place non plus. Alors donc, tant mieux, à la fois, ça veut dire que nous, on doit réfléchir à des lieux avec peut-être plus de place. Voilà, tant mieux, hein, le groupe fait à peu près 450 aujourd'hui, donc c'est quand même assez gros. Voilà, alors aujourd'hui, on a travaillé, il va se présenter avec François Palou et de Catalyst et le Lab des Dialogues, c'est toi qui vas expliquer tout ça. Pour après tout sujet d'actualité, parce que le titre crise et incertitude, je n'ai pas besoin de vous expliquer en quoi on est en crise et en état d'incertitude. Et si on misait sur le dialogue en entreprise avec nos intervenants évidemment qui sont parmi les plus experts puisqu'ils l'ont pratiqué eux-mêmes au quotidien, à la fois Laurent Berger et Geoffroy Bézieux, mais je vais pas raconter leur carrière parce que un, j'ai pas le temps, et deux, tout le monde la connaît. Donc ça fait deux bonnes raisons. Donc merci aussi au groupe Igencia qui nous accueille une fois de plus dans ses locaux, vraiment très agréable, pour à peu près 1 heure de débat, alors auquel je participerai mais plus comme emmerdeur de service que autre chose, mais je laisse Fabien, et donc je voulais remercier aussi Fabien Clerc qui est au centre, que vous connaissez sans doute tous, qui est le patron Newstank RH, Newstank RH, qui publie et qui était une des sources d'information permanente de la communauté RH en France, et ça, bravo pour le travail. Et dans lequel tu écris très régulièrement. Ouais, ça c'est pour choper les fautes d'orthographe. Et donc voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. On a un beau sujet de débat aujourd'hui qui, à mon avis, est très fondamental dans ce que je vois des entreprises et dans la mienne aussi. Donc ça, c'est un point important. Et puis on essaye de continuer à monter le niveau de ce qu'on vous propose au groupe Paris Étoile, parce que comme c'est le plus gros de toute l'association en fait en termes de nom, il nous fait porter une responsabilité un peu particulière. Donc on continue à monter le niveau. Là, le programme l'année prochaine va être assez sympa, donc enfin j'espère en tout cas, voilà. Et je vais passer le micro à François, parce que sans François on n'aurait pas pu organiser cette journée. Et surtout ça valide pour ceux qui m'avaient entendu dire la stratégie qu'avec le bureau on avait choisi, qui était d'arrêter de travailler seul et de s'associer selon les cas avec telle ou telle organisation de l'écosystème en général. Et je pense que ça reste une bonne idée, donc on va la conserver pour l'an prochain. Voilà. Merci Benoît, merci à vous d'être présent aujourd'hui. Je suis François Palou, je suis le dirigeant de Catalyst Conseil. Je remercie la NDRH de nous offrir cette fenêtre pour pouvoir partager avec vous l'initiative que Catalyst a prise depuis quelques temps. Catalyst Conseil est un cabinet de conseil RH qui accompagne les changements professionnels dans les entreprises, dans les organisations. On a différents champs d'activité. Disons que on a souhaité depuis quelques mois maintenant essayer de porter au-delà de notre activité de conseil, un regard nouveau, ou en tout cas une contribution nouvelle à travers cette initiative du Lab des Dialogues, et c'est vraiment au titre de ça que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui les choses. C'est à cette fois-là qu'on a, avec la NDRH, fait cette manifestation. Donc le Lab des Dialogues, c'est né d'une conviction, porte le cabinet depuis 35 ans, que la question des dialogues doit être au cœur des transformations des organisations, dans un monde du travail qui évidemment évolue, je vous l'apprends pas, et avec cette idée qu'il y a différents leviers de dialogue, que ce soit le dialogue social, évidemment, vous connaissez, le dialogue professionnel et même le dialogue de gouvernance, qui sont des objets à comment peut-être à mettre en interaction, à regarder, en tout cas cette conviction que la conduite de changement ne peut se faire que dans cette perspective de dialogue. La deuxième chose, c'est que on avait la volonté à Catalyst Conseil de faire un peu un pas de côté sur notre contribution quelque part, avec, au-delà, je vous le disais, de nos prestations de conseil, une contribution au débat d'idées, à diffuser des bonnes pratiques, à essayer de faire bouger un peu les lignes sur le sujet des dialogues dans les organisations. Donc c'était parti de ça, et puis c'était, et je finirai là-dessus, aussi dans l'ADN du cabinet, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Catalyst a été créé il y a 35 ans avec le soutien du MEDEF et de la CFDT dans l'ouest de la France. Vous ferez évidemment le lien, vous l'aurez compris, avec nos deux têtes d'affiche, puisque, et je les remercie de nouveau, Laurent et Geoffroy nous ont fait l'amitié de prendre la coprésidence de ce Lab des Dialogues. On voulait évidemment mettre le sujet assez haut dans notre réflexion, avec un certain nombre de parties prenantes qui font partie d'un comité d'orientation, et donc Laurent et Geoffroy sont coprésidents de ce Lab, et c'est à ce titre-là qu'ils s'expriment ce soir. Je les en remercie de nouveau. Le Lab a vocation, je vous le disais, à diffuser des idées, à produire
un certain nombre de livrables. On aura l'occasion, si vous souhaitez, d'échanger en fin de séquence lors d'un petit cocktail, si vous souhaitez aller plus loin. En tout cas, voilà, de nouveau merci à Laurent et Geoffroy qui ont beaucoup de choses à partager avec vous sur leur expérience, évidemment, et leur connaissance du sujet. Merci à toi de nouveau, Benoît, sans qui les choses ne seraient pas faites. Merci, bonne séquence. Merci François, merci Benoît. Et on a maintenant Ingencia quand même, on est chez eux. Eh oui. La maîtresse de maison. Merci. Voilà. Merci Benoît. Bah, écoutez, merci à tous d'être présents. En tout cas, c'est un beau sujet qui automatiquement embarque Ilgentia Éducation. Le groupe a 50 ans cette année. Le groupe a démarré son existence grâce à l'IGS. Donc, c'est dire que les sujets RH sont au cœur de notre histoire et encore plus le dialogue en entreprise. Donc, je vous souhaite une bonne manifestation, un bon échange avec tous nos partenaires. Et puis, on se reverra en effet à l'issue de ces échanges que j'espère très riches et qui collent à l'actualité et du monde entier, on va dire, et des entreprises, et puis également d'Ilgentia Éducation. Merci Benoît. Merci beaucoup. Merci Benoît. Merci à vous. Alors, je vous dois déjà une première info, c'est que ce débat, en fait, c'est la deuxième session d'un débat qu'on a déjà initié. Donc, c'est la suite au lancement du Lab des Dialogues pour les 35 ans de Catalyst à Rennes. Et avec le même casting, si j'ose dire, nos deux coprésidents, on avait commencé à avancer sur le sujet. Peut-être un premier point, donc, dans le contexte de crise, d'incertitude, si nous misions sur le dialogue en entreprise, et peut-être les dialogues, qui est un des partis pris du Lab des Dialogues, c'est-à-dire quand on parle de dialogue, on pense d'abord au dialogue social, mais pas seulement. J'ai envie de vous entendre sur le sujet, à la fois Laurent, Geoffroy, vous insistez et vous avez insisté à Rennes sur le fait que le dialogue en entreprise se conjugue au pluriel. Je vais t'emprunter ton micro si tu me permets, mon cher Benoît. Je sais pas qui commence. On pense au dialogue social, mais il n'y a pas que lui. Bonsoir à toutes et à tous. Il me fait toujours commencer, en fait. J'essaie même plus, c'est... Si, c'est toujours comme ça. Le rôle est... C'est au moins un truc sur lequel j'aurais pas réussi à faire changer. Oui, non, l'idée, c'est d'abord, le point de départ, c'est que l'entreprise est un lieu où doivent s'exercer des dialogues parce que il y a deux parties constituantes de l'entreprise qui sont le capital et le travail, et que il est normal que elle rentre en confrontation. Je sais qu'il y a des cercles où on n'aime pas tellement ce mot, mais en confrontation positive, le dialogue, c'est la reconnaissance dans une entreprise qu'il y a des intérêts contradictoires qui peuvent la traverser et qui la traversent. Et la réflexion qui est menée actuellement au Lab des Dialogues, c'est regarder une matière qu'on connaît bien, qui s'appelle le dialogue social, qui a été beaucoup modifié ces dernières années, qui est finalement le dialogue entre les représentants des salariés et les représentants de l'entreprise, l'employeur, sur les questions de droit du travail, les questions de négociation, les questions d'exercice du travail, etc. Et puis, on pense, mais ça fait longtemps qu'on le pense, parce qu'il y a eu un accord signé par les partenaires sociaux, enfin, en tout cas certains d'entre eux en 2013, qu'il y a aussi un enjeu de partage, de dialogue d'une certaine manière sur les enjeux de gouvernance de l'entreprise. Ça a été suivi ensuite d'autres évolutions, mais en 2013, c'est un accord sur la sécurisation de l'emploi qui instaure pour les entreprises qui ne l'avaient pas encore fait de façon volontaire, il y en avait évidemment beaucoup, à partir d'une certaine taille, la représentation de salariés dans les conseils d'administration. Depuis, et au début c'était 1 pour les entreprises, le seuil était à 5000 si vous vous rappelez bien, puis ça a baissé, etc. Et puis on s'est aperçu juste là-dessus que finalement c'était pas l'horreur, quoi. C'était pas le loup qui rentrait dans la bergerie. On survit au dialogue. Ouais, c'était pas l'horreur, c'était pas non plus la cogestion, mais c'était la reconnaissance que ceux qui connaissent le travail parce qu'ils l'exercent et qu'ils en sont les représentants d'une certaine manière peuvent aussi avoir des choses à dire sur la gouvernance de l'entreprise à travers les conseils d'administration, les conseils de surveillance, etc. Et puis il y a aussi, mais on peut faire le parallèle avec la démocratie citoyenne d'une certaine manière. Il y a aussi une aspiration qui monte dans les entreprises et qui monte dans la société d'ailleurs, c'est que les salariés, les citoyens, si on continuait le parallèle, mais je vais l'arrêter là, les salariés ont aussi une aspiration à pouvoir s'exprimer sur la réalité concrète de leur travail et sur la façon dont il doit évoluer.
Et c'est ce qu'on peut qualifier de dialogue professionnel. C'est-à-dire la possibilité pour les salariés, d'un moment donné, de pouvoir avoir mot à dire sur la façon dont ils exercent leur travail. Alors, on peut débattre après de la façon dont devrait s'organiser ce dialogue professionnel. C'est pas la première fois que des choses comme ça. Enfin, c'est pas nouveau. Les lois Auroux de 82 avaient instauré cette possibilité-là. Ça avait été un peu mis sous le boisseau, sous une alliance objective entre les entreprises et l'organisation syndicale, pour que finalement on n'avait pas donné aux salariés trop de possibilités de s'exprimer en dehors des cadres prévus pour nous. C'était ça en fait. On va pas se raconter l'histoire. Moi, j'ai fait passer au congrès de la CFDT en 2010 dans une résolution que je portais, le fait que ces dialogues professionnels puissent, ces espaces de parole pour les salariés, c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, puissent s'exercer en dehors de toute présence de représentants syndicaux. Donc, la question du dialogue de terrain, sur le dialogue, le travail réel, c'est une autre dimension du dialogue. Et donc, la question qui est posée, c'est comment on articule tout ça pour pas édulcorer l'un ou l'autre de ces dialogues et pour faire en sorte que finalement l'entreprise se soit faite au service de quoi? Au service de la performance de l'entreprise, et sa performance économique, sa performance sociale. Et on va le voir, il y a des enjeux méthodologiques ou des partis pris communs entre ces différents formats de dialogue. Je vais t'emprunter. Merci. Geoffroy, alors d'abord on survit au dialogue managérial, au dialogue, nouvelle forme de dialogue de gouvernance. Survie à tout, survie même un examen devant plein de DRH. Donc bonsoir à tous. Moi, ce que j'ai envie de dire quand Laurent m'a proposé de participer à ce lab des dialogues, j'étais pas très enthousiaste pour tout vous dire. Alors pourquoi j'étais pas très enthousiaste? Non pas que j'ai pas de plaisir à discuter avec Laurent, au contraire, mais le mot dialogue en France, c'est un mot un peu mou. En général, quand on dit dialogue social, souvent les politiques mettent le dialogue social pour enterrer un sujet, pour faire le conclave sur les retraites. Or, Laurent a très justement dit que le dialogue, c'est aussi la confrontation. Ouais. Il y a un côté, non pas violent, mais il y a un côté trouver un compromis avec des positions de départ qui sont différentes. Et quelquefois, on a un peu du mal à assumer cette confrontation. Tu l'as dit, moi je partage tout à fait ça. L'entreprise, c'est pas un monde de bisounours. Il y a parfois, pas toujours, mais parfois des intérêts contradictoires entre l'intérêt du capital, l'intérêt parfois des dirigeants, l'intérêt des salariés, et même éventuellement l'intérêt des clients. Et donc, l'alchimie qui est intéressante à comprendre, parce que de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas, c'est comment on fait à partir de points de vue différents et d'intérêts contradictoires pour trouver des compromis qui soient pas des compromis mous, quoi, qui soient des vraies concessions de part et d'autre. Deuxième chose qui m'intéresse depuis longtemps, mais je pense que l'actualité nous rattrape un peu, c'est que le dialogue social, ça n'existe qu'en Europe. Ouais. Vous avez parlé de dialogue social aux Chinois, vous avez parlé de dialogue social à Elon Musk, vous avez parlé de dialogue social au Qatar, pas bien comprendre. Je pense que vous n'avez pas eu la traduction d'ailleurs. Et donc, à partir du moment où on dit ça, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train, en Europe, de développer un modèle de capitalisme structurellement différent, même s'il porte le même nom, que ce qui se passe ailleurs? Vous savez, il y a cette vieille théorie de Michel Albert dans les années 60, 70, le capitalisme rénant par rapport au capitalisme anglo-saxon. Je pense qu'on est en train de revenir en plein là-dedans. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour que ce dialogue soit plutôt un vecteur de performance plutôt qu'un vecteur de ralentissement? Et la question se pose parce que évidemment on voit que des pays qui ne pratiquent pas le dialogue social font des croissances avec plein de dégâts autour, des croissances plus fortes. Troisième élément, je finis juste pour donner les raisons pour lesquelles je suis rentré avec le président avec Laurent. C'est presque une raison citoyenne, Laurent l'a aussi un peu évoqué. Plus on dialogue en entreprise, moins on dialogue dans la cité. Je caricature un peu en disant ça, mais on a l'impression quand même qu'il y a, je sais pas quoi, il y a 50 ans, il y avait occupation d'usine, grève, séquestration du patron. Je ne dis pas que ça n'existe plus, mais enfin, c'est moins fréquent, pas la majorité de l'espèce, comme disait l'autre. Et on a l'impression qu'on a, enfin, je dis pas nous autour de cette table, mais que petit à petit le dialogue s'est apaisé, il s'est formalisé, tu as raison. Alors que en politique, et en particulier en France, mais même dans toutes les démocraties, on a l'impression que c'est l'inverse. Et on n'arrive plus à dialoguer. J'étais assez frappé, j'entendais
je dérive un peu, vous m'excuserez, après on viendra à la On n'a pas de problème. J'entendais le rabbin là qui s'est fait tabasser 2 fois dessus Ouais. la semaine dernière. Bon. Et alors, je m'attendais à ce qu'ils disent monter de l'antisémitisme. Il dit non, mais en fait, je pense que c'est plus large que ça. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on a envie de nous donner un coup de chaise sur la gueule. C'est ce qu'il avait pris, un coup de chaise. C'est une modalité d'expression. Et bien bon, tout d'un coup, je me suis dit, mais au fond, ouais, enfin, Ouais. peut-être exagéré, mais on a l'impression que les désaccords s'expriment dans la cité de manière hyper violente, et peut-être, avec beaucoup de guillemets, de précaution, peut-être qu'on a un message à passer avec, évidemment, mutatis mutandis, en disant, dans les entreprises, quelquefois, on arrive, avec des points de vue opposés, à trouver des solutions. Et est-ce que l'enjeu, au-delà de la seule performance, qui est important de la performance économique de l'entreprise, est-ce que l'enjeu, c'est pas un enjeu démocratique, d'un mode de fonctionnement et finalement de... Alors, il y a une nuance quand même, c'est que l'entreprise, c'est pas une démocratie. Non. À la fin, je suis désolé, Laurent, c'est le capital qui décide, c'est pas le travail. Vraiment, on arrive à bien t'enfermer. Il se laissera pas avoir comme ça. Non, mais je dis ça de manière un peu provocatrice, mais c'est pas un système où les patrons font les scopes. D'ailleurs, il y a un modèle. Oui. Mais disons que pour la 99% d'entreprises, c'est pas un modèle démocratique. Par contre, c'est un modèle qui prend en compte les points de vue différents de départ pour essayer de tirer tout le monde vers le haut. Ouais. Et ça, peut-être que, en tout cas en micro-démocratie, Ouais. il y a des choses à prendre. Quand je dis micro-démocratie, en démocratie... Et réapprendre à gérer le conflit ou les diversités. Benoît, à la fois sur le rôle de cette dimension dialogue et puis sur sa diversité qu'on a évoquée notamment avec... Ouais, alors, d'abord, je voudrais donner un exemple à Geoffroy, qui connaît peut-être pas. C'est que dans ma longue vie, j'ai été DRH en Russie. C'est pas un pays où le dialogue social est une vertu naturelle. Et je suis arrivé là-bas comme DRH de Leroy Merlin et j'étais envié par tous mes confrères et consoeurs qui disaient enfin un DRH t'as pas de syndicat, au moins t'es pas emmerdé. Et finalement j'en ai créé parce que le fait de pas avoir d'interlocuteur social, c'est extrêmement gênant dans une organisation. C'est pour ça que voilà. La deuxième chose sur les différents dialogues, d'abord je suis content de rappeler que l'entreprise n'est pas une démocratie, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça m'intéresse que quand j'étais DRH de la Massif a une gouvernance démocratique et j'ai eu beaucoup de mal à expliquer aux partenaires sociaux que la partie direction opérationnelle n'était pas démocratique. C'était la gouvernance qui l'était. Et cette espèce de confusion, elle est assez gênante. Pour autant, ça ne veut pas dire que parce que il y a un modèle qui finalement donne la décision A, la logique des dialogues permanents et qui se sont beaucoup accrus depuis quelques années. Historiquement, il y avait le dialogue social qui structurait d'ailleurs de mon point de vue trop et ce qui crée des difficultés en termes de représentativité, bon bref. Mais aujourd'hui, il y a le dialogue professionnel qui a été évoqué par Laurent, mais je pense qu'il y a un dialogue managérial quasi permanent. On a les capacités technologiques d'interroger tout le monde d'un coup. Je suis pas en train de dire que l'histoire des référendums internes est une bonne idée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le dialogue, il est permanent, en fait. Puis il y a un autre dialogue qui est vraiment intéressant à observer. Moi, je pense que le premier outil de communication interne dans une entreprise, c'est WhatsApp, avec les gens qui créent des boucles qui n'ont rien à voir avec l'organisation opérationnelle, managériale, hiérarchique de l'entreprise. Et quand on est en fonction de DRH, c'est, de mon point de vue fondamental, de prendre en compte chacun de ces dialogues sans pour autant les opposer. Parce que la tendance qu'on pourrait avoir, c'est de dire, je vais jouer le peuple contre le représentant. Mais ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas parce qu'on fait jouer un rôle aux différents acteurs de dialogue qui n'est pas celui qui leur est donné. Il y a un dernier point, et qui a été rapidement évoqué, mais on va sans doute y revenir, c'est le risque de ralentissement. Moi, je suis très frappé par ça. J'ai discuté avec certains en disant, enfin, sincèrement, ici, état d'entreprise, qui ont des besoins de transformation très très importants. Et de là où je suis aujourd'hui, je travaille dans plein de pays du monde en même temps. Et quand on accompagne un groupe international qui n'est pas dirigé par un Français et qui n'est peut-être pas d'origine française, j'ai beaucoup de mal à lui faire comprendre que s'il fait une transformation générale de toute son organisation, il devra attendre la France. Parce que ce sera la France, pas l'Europe, la France. Parce que ce sera peut-être le pays le plus lent. Et c'est vrai que, alors ça a des vertus, la lenteur, ça permet de créer de l'adhésion, c'est ça. Mais je pense que c'est une vraie question. Je sais pas si Geoffroy Laurent a sûrement une opinion dessus, mais je trouve qu'on a un dialogue social aujourd'hui dont la structure de normalisation, que Geoffroy a rappelé, en fait, commence à devenir un handicap
dans la vitesse de transformation dont on a besoin, ce qui ne signifie pas brusquer les gens. Et cet équilibre-là, il est extrêmement difficile à trouver. Et si on ne le trouve pas, on peut retrouver des phénomènes de séquestration, qui est la seule expérience que j'ai jamais eue dans ma carrière. J'ai eu des invasions de CSE, mais j'ai jamais eu de... Tu as encore des choses à découvrir. C'est un grand regret pour moi. Ça viendra peut-être. Laurent, c'est intéressant ce rapport au temps et la nécessité. Oui, t'es pas sorti. Le rapport au temps. Est-ce que ce dialogue, cette dimension et ce temps consacré au dialogue, d'abord, est-ce qu'il est bloquant entre nous? Est-ce que pendant le Covid, on n'a pas démontré qu'il y avait une capacité à aller vite? Oui, c'est cette question du temps. Bon, d'abord, c'est aussi bien de rappeler qu'une entreprise n'est pas une démocratie. Hein, c'est le seul endroit dans nos existences où on a un lien de subordination. Enfin, j'espère que c'est le seul endroit. Accepté. Ouais. Oui, accepté, consenti. Ouais. Donc, c'est pas une démocratie. Et je voudrais aussi dire que là, on parle de préalable. On parle du dialogue social. Quand il y a volonté d'y en avoir et quand ça fonctionne, les entreprises, il y a toute la palette. Hein. On a de tout. Moi, je rencontre des étudiants il y a 15 jours à l'ENS sur le travail. Il y avait 2 entreprises du même secteur professionnel, l'agroalimentaire. Il y en avait une où il y avait du dialogue social, où il n'y en avait pas du tout. Et il n'y avait aucune contrainte particulière qui pesait sur la première. C'était juste une volonté de le faire et sans doute un élément de performance parce que quand on regardait ça jouait. Donc les entreprises, elles sont multiples. Il y a des endroits où il y a du bon dialogue social et du bon dialogue. Il y a des endroits où on n'a pas. Et le deuxième préalable, c'est tout ça dépend du comportement des acteurs. Il faut jamais oublier que le dialogue, ça dépend du comportement des acteurs. Et il y a évidemment les cadres, et ce dont on discute pas mal avec Geoffroy et d'autres, voilà, des dialogues, mais il y a aussi l'incitation au sens, le fait de donner envie, la volonté de le faire, qui existe ou qui n'existe pas, et dans les deux parties. Moi, j'ai toujours été frappé quand j'étais secrétaire général de la CFDT, quand j'intervenais devant des cercles à la NDRH ou ailleurs, à être chopé à la sortie en disant oui, mais moi, chez moi, le délégué CFDT, j'en peux plus, quoi. Il est insupportable. Voilà. Et dans les assemblées de militants CFDT, quand on disait, dialogue, faut essayer de, oui, moi, mon DRH, j'arriverai jamais à m'en sortir, il est insupportable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'on a les négociateurs qu'on mérite? Et après, de toute façon, ça, je l'avais dit aux prédécesseurs de Geoffroy Bézure, on a les organisations syndicales qu'on mérite, en général. Ouais, ça, c'est sûr. Mais juste quand même, il avait su, là. Il avait su, parce qu'il se plaignait d'avoir su dans son organisation, dans sa boîte. Voilà, je crois que le message est clair. Mais une fois qu'on dit ça, est-ce que ça prend du temps? D'abord, jouer le peuple contre ses représentants, je crois qu'on a la démonstration dans la démocratie au sens général du terme, ça marche pas. Voilà. Et après, est-ce que ça prend du temps? Ça prend plus de temps? Oui. Est-ce que c'est plus efficace? Oui aussi. C'est-à-dire que ça peut être plus efficace. Enfin, tu sais, Benoît, moi j'ai commencé à être très impliqué dans les affaires nationales avant 2008. C'était trop long. Il y avait la rupture était trop compliquée. On a fait la rupture conventionnelle. Les plans sociaux, c'était trop compliqué. On a fait la négociation des plans sociaux. L'incertitude au prud'homme, c'était trop compliqué. On a rompu avec une forme d'incertitude au prud'homme, etc. Donc, au bout d'un moment, ça peut pas être que ça. L'argument. L'argument peut pas être juste, c'est pas assez c'est pas assez, surtout quand on se place, et je suis d'accord avec Geoffroy, dans l'idée que finalement, il y a 2 économies de marché qui sont en train de se faire face et qui sont pas les mêmes dans la conception des dialogues. Je crois pas que la réponse soit celle-ci. La réponse, c'est quelle vraiment efficacité on donne au dialogue et quelle profondeur on donne au dialogue sur les enjeux de transformation. Et tu citais le Covid. Le Covid, enfin, on a réagi, ça a réagi et dans les entreprises et d'un niveau interprofessionnel. Enfin, franchement, au bout d'un moment, je passais plus de temps avec Geoffroy au téléphone qu'on en passait dans nos familles respectives. C'est-à-dire que on a géré et ça a été vrai dans toutes les entreprises, dans beaucoup d'entreprises, j'imagine, on a géré au plus près avec une réactivité. Parce que au final, ce qui compte sur les dialogues, c'est quel est l'objet du dialogue et quelle est la finalité. Et quand la finalité, c'est vraiment du commun. Et du commun, et la particularité du Covid, c'était du commun avec un degré d'urgence. Les acteurs, dans l'immense majorité des cas, ils jouent le jeu du commun. Et ils jouent le jeu du dialogue. Et encore une fois, du dialogue qui n'est pas l'arrangement entre amis. Enfin, moi, j'ai été
J'ai subi plus souvent qu'à mon tour l'idée que quand on prenait le dialogue, le compromis, etc., c'était pour faire des discussions entre amis. C'est pas des discussions entre amis. Ça n'empêche pas le respect de la légitimité de l'autre, le respect tout court, la loyauté, etc. Mais il y a de la confrontation. Et ça, faut qu'on le remette au goût du jour, parce que ce que dit Geoffroy est tout à fait juste. Maintenant, il y a une forme de violence dans les rapports sociaux, de disqualification de l'interlocuteur, mais il n'y a pas de la confrontation d'idées. C'est-à-dire que la confrontation, quand elle est sur les idées et pas sur ce que représente l'autre, elle est fructueuse. Elle peut être, à certains moments, il faut reconnaître qu'on ne peut pas aboutir, mais quand on aboutit, elle est fructueuse. Geoffroy, sur le temps à la fois nécessaire au dialogue, quand on est dirigeant et qu'on a des urgences ou une stratégie à mettre en œuvre, est-ce que c'est un frein? Oui, d'engagement? c'est un sujet compliqué parce que faut quand même reconnaître que le cadre formel français est très formel et parfois surformel. Et en même temps, c'est très difficile de le faire bouger parce que, j'allais dire, si on le simplifiait, on le numérisait, on le rendait rapide et moderne, il y a toujours le risque que certains en abusent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'effectivement, Laurent a raison, c'est-à-dire que dans des circonstances quand on veut embarquer, exceptionnelles, pas les vite, et en fait, tout ça nous renvoie à est-ce qu'on a quelque chose en commun à défendre et à construire. Et oui, c'est aussi pour ça d'ailleurs que plus on se rapproche de l'entreprise, plus il y a un objet commun, enfin normalement. Donc le dialogue social est plus facile au niveau de l'entreprise, un peu moins au niveau de la branche, et encore un peu moins au niveau national. Laurent sera pas d'accord avec moi, mais j'ai quand même toujours ça doit arriver d'ailleurs. J'ai toujours le sentiment que si on avait des organisations professionnelles patronales et syndicales qui étaient comme en Allemagne autour d'une industrie, enfin d'un secteur, et pas ce qu'on est nous, c'est-à-dire interprofessionnels, y compris derrière la fonction publique pour les syndicats, où c'est beaucoup plus difficile d'avoir un objet commun, parce que on défend pas. Les syndicats allemands qui ont des défauts, des qualités, le patronat allemand, ils veulent se mettre plus d'accord sur l'industrie et l'automobile parce qu'ils sont tous 100% automobiles. Donc à un moment, quand il y a les Chinois en face, il y a ce côté. Mais au fond, pour dépasser un peu cette question, c'est l'objet commun qui fait ce que Laurent, le vocabulaire CFDT appelle partie prenante. Non mais c'est important cette histoire. J'ai fini par être convaincu, mais il m'a tanné plusieurs fois. Mais je pense qu'il a raison. C'est-à-dire, ou que la CFDT a raison, parce que je pense que c'est un truc assez ancien de la CFDT. On peut pas mettre au même niveau l'État, les consommateurs, les clients et capital et travail. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est que capital et travail se parlent autour de l'objet social de l'entreprise. Derrière, le reste vient, entre guillemets, après. L'objet commun, c'est donc un prérequis, en fait, de ce dialogue, et c'est l'avenir de l'entreprise. On en avait listé d'autres, qu'on pourrait appeler les conditions du dialogue efficace. La volonté d'aboutir. La conviction qu'on pourra aboutir. C'est la bonne foi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, et là, la partie humaine joue, c'est la loyauté. C'est-à-dire que, en fait, c'est même plus que ça. C'est le respect de la position de l'autre. Vous avez, il faut le dire, il y a des patrons qui considèrent que finalement le syndicalisme ne devrait pas exister. Et vous avez quelquefois des syndicalistes, pas la CFDT bien sûr, qui considèrent que le patron. Donc à partir de là, on n'est pas. Et en politique, on retrouve ça. Donc il y a la reconnaissance de la légitimité de l'autre, et que le désaccord soit constructif d'une certaine manière. C'est-à-dire, oui, on n'est pas d'accord sur la répartition de la valeur dans l'entreprise, mais on comprend le point de vue de l'autre. Il y a la loyauté, c'est-à-dire le fait de la loyauté au sens même de la technique de négociation, y compris dans la négociation nationale, parce que ça, c'est un truc qu'on a beaucoup vécu, c'est-à-dire le risque permanent. Quand c'est la gauche qui est au pouvoir, la CFDT a la tentation d'aller jouer la troisième mi-temps. D'aller chercher quand c'est la droite, c'est MEDEF qui va faire ses amendements en loose day. Donc, on a, je crois qu'on peut le dire, à peu près évité ce genre de manip, et ça a contribué, vous voyez, c'est-à-dire qu'on sait qu'à partir du moment où Pierre, Paul, ou en l'occurrence Laurent, dit blanc ou noir d'ailleurs, il va pas jouer le gris avec le député machin ou la commission bidule. Ça aide énormément. Et aussi la capacité à arrêter avant que ça devienne confrontationnel. La retraite, on a échoué 2 fois, mais ça n'a jamais créé de crash définitif, parce que voilà, on s'est dit on n'y arrivera pas, il faut mieux qu'on s'arrête
et on se met pas dans un piège, enfin, on se laisse pas entraîner dans un piège où on est enfermé dans une pièce et il faut trouver une solution, sinon c'est la guerre en sortant. Alors l'honnêteté au démarrage, et ça peut passer par le fait de constater qu'on pourra pas y aller. Oui, enfin je sais pas, Oui, bah ça nous est arrivé, hein, et parfois, parfois il y a des pièges tendus, hein, pour disqualifier la démocratie sociale. Il est assez aisé de lui demander aux acteurs de négocier sur un sujet dont on sait qu'ils seront en désaccord de toute façon, parce qu'ils le sont. Et là, dans ce cas, il y a quand même un truc qui s'appelle un gouvernement et la loi, qui est là pour appliquer, pour faire les choses s'il n'y a pas recours au dialogue social. Mais il y a eu des sujets sur lesquels on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Mais enfin, est-ce que c'est grave en démocratie? Pas forcément. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faut donner aux acteurs, c'est vrai sur la démocratie locale aussi, il faut donner aux acteurs concernés la possibilité de trouver les solutions sur les sujets qui les concernent. Ils le trouvent pas. C'est-à-dire que il faut des cordes de des cordes de rappel qui opèrent. Mais la plupart du temps, on s'est quand même engagé dans les négociations. Alors c'est vrai, hein, d'un niveau national, c'est beaucoup plus dur parce que quand vous êtes représentant d'une organisation syndicale, mais c'est pareil pour une organisation patronale, vous avez en face de vous des gens qui sont ingénieurs Bac+8 dans telle ou telle entreprise de haute technologie et des personnes qui sont salariés des entreprises de nettoyage et quand vous devez opérer du commun autour de ces enjeux-là, c'est pas totalement simple. La question de la retraite, c'est ça de vous à moi. Les 64 ans, moi je travaille aujourd'hui au Crédit Mutuel, comme chacun sait. Il n'y a pas un de mes collègues qui est concerné que ça a beaucoup chahuté l'histoire des 64 ans dans l'équipe que je dirige aujourd'hui. Parce qu'ils avaient commencé à travailler assez tard, c'est des gens plutôt qualifiés, etc. Et la personne qui passe tous les jours faire le ménage, elle était concernée parce que ça lui a rajouté 2 ans de plus. Et donc, d'un niveau national, c'est très compliqué à négocier, c'est vrai. Quand vous voyez, c'est plus... Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer. Moi, je crois quand même à cela. Je crois quand même que le contrat, quand il existe entre des partis qui ne pensent pas la même chose au départ, qui n'ont pas forcément en tout point les mêmes intérêts, il est plus fort que la loi, parce qu'il oblige les partis. Il oblige celui qui passe un contrat, il a une forme de contrat. Il est engagé, oui. C'est ce que disait Geoffroy c'est vrai que c'était facile à certains moments, on a connu en plus les deux périodes. C'est facile, vous passez un accord et puis vous savez que vous avez fait un compromis. Un compromis, je vais répondre à personne dans cette salle que c'est rarement 100% de gain, quoi. Par rapport à ce que vous souhaitiez. Ce qui est d'ailleurs un truc qui, dans l'imaginaire collectif, est difficile à comprendre, quoi. Mais quand vous estimez avoir quand même obtenu un certain nombre de points, puis sur lesquels vous avez lâché prise sur d'autres, et qu'il y a un député qui se pointe en disant, on est majoritaire, si on veut, on fait passer le truc, lui dire, non, faut pas le faire parce qu'on est engagé. Il faut être un peu charpenté pour résister à ces troupes, aux troupes des organisations syndicales ou des organisations patronales. Pour autant, on l'a fait. Et moi, je l'ai fait parce que je crois vraiment que si on veut demain faire de la place aux enjeux du travail, il faut pas tout laisser aux législateurs. Alors je le dis devant le directeur général du travail, hein, donc mais enfin on se connaît bien, donc il sait ce que je pense. Mais ça ne veut pas dire que la loi ne compte pas. Au contraire, la loi c'est le garant que... Et le législateur peut s'en emparer derrière. Mais le législateur s'en empare. Et d'ailleurs, de vous à moi, pour le législateur, c'est quand même bien plus facile quand il y a un accord, y compris pour essayer d'expliquer. Enfin, Gilles Gâteau qui est là, il était directeur de cabinet du ministre du Travail au moment de l'accord sécurisation de l'emploi. C'est là où sont nés les premiers, comment on les a appelés déjà, la majorité du PS à l'époque, les frondeurs, mais ils sont nés parce que ils imaginaient un monde du travail idéal où il n'y aurait pas de compromis. Et il a fallu à l'époque qu'on tienne en disant on a un accord et on tient un truc. On a par exemple des représentants des salariés dans les conseils d'administration, dans les entreprises de plus de 5000, on va avancer pas à pas. Et l'amendement qui arrivait en disant il y en aura un dans les entreprises de plus de 1000, et quand on dit non, c'est pas ce qu'on a signé avec le MEDEF, c'est pas totalement simple. Mais je sais qu'ils l'ont fait à l'inverse aussi. Donc c'était important, mais c'est voilà. Enfin, la loyauté,
c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est fondamental dans la relation qu'on a aussi avec les pouvoirs publics. Nous, on s'est beaucoup amusé parfois avec Geoffroy en sortant. C'était plutôt dans les dernières périodes, je dois l'avouer, mais évidemment, je vise personne. Mais de sortir de bilatéral, et on nous avait pas dit la même chose. D'abord, je trouve ça hallucinant que les gens n'ont pas pensé qu'on puisse se parler. Mais voilà. Et quand vous avez un défaut de loyauté, et c'est vrai dans l'entreprise, et on l'a tous connu à un moment ou à un autre, quand vous avez un défaut de loyauté, le dialogue n'est plus pas possible de la même manière. Condition de la confiance avec le temps long également. On s'inscrit sur la construction d'un... C'est aussi ça qui est plus facile. L'entreprise se construit forcément sur une logique un peu plus de temps long. Ouais. On n'a pas de leçon, enfin je dis on parce qu'on a déjà parlé, mais moi j'ai pas de leçon à donner à la démocratie politique, hein. C'est plus compliqué. Voilà, ça se passe pas de la même manière que l'entreprise. Moi, je suis toujours un peu agacé quand j'entends dire, mais si au moins ils géraient le pays comme une entreprise. Mais le pays, c'est pas une entreprise. Ça se gère pas de la même manière. Donc, au plus, c'est un peu plus de modestie que ça. Mais ceci étant, il y a des choses quand même à tirer de cette logique de, on a un commun partagé. Et ça, on peut largement le transposer dans la démocratie politique. Et ce commun, il fait que on n'a pas tous les mêmes manières d'y répondre et on est en tension parce qu'on n'est pas tous d'accord les uns avec les autres. Et la façon dont le dialogue se passe dans les entreprises, je crois, devrait faire école pour la façon dont ça peut se passer, y compris parfois dans les instances du Parlement, par exemple. Benoît, toi qui es un grand praticien du dialogue social, à la fois sur les conditions du dialogue, de la confiance, la loyauté comme étant un des facteurs, je sais ton attachement aussi à l'accord majoritaire, la puissance de la signature. Non, mais je trouvais ça intéressant. Et la période Covid, à ce titre-là, c'est un laboratoire live qui devrait beaucoup nous enseigner, parce que les entreprises, je sais pas si vous vous souvenez, au tout début du Covid, pas la CFDT, mais d'autres organisations syndicales faisaient des droits d'alerte dans tous les sens, avaient commencé au Louvre, etc. Puis le truc s'est calmé, parce qu'effectivement, il y avait un objet commun de se protéger en commun. La difficulté des entreprises et des partenaires sociaux dans les entreprises, c'est en dehors de ces périodes un peu exceptionnelles dont on n'a pas tellement envie qu'elles reviennent, de trouver cet objet commun. Et je pense que la question de la raison d'être n'a rien résolu. Le deuxième sujet, je rejoins ce que Laurent dit. Moi, comme tu sais, je suis un partisan de l'accord majoritaire, parce que l'accord majoritaire, je trouve qu'il est extrêmement respectueux justement d'un vrai dialogue social. Ok, les minoritaires sont pas contents, mais c'est peut-être le seul point commun avec la démocratie politique. Et je pense qu'il faut pousser au maximum pour avoir le maximum de choses d'accord majoritaire avec un encadrement légitime. Et que cette logique de l'accord majoritaire, d'ailleurs, je trouve que on devrait pousser la logique encore plus loin et faire en sorte que lorsqu'il y a, par exemple, dans le cadre de suppression d'effectifs ou des accords majoritaires pour trouver des solutions pour les gens, ça soit un avantage à l'entreprise et pas que ce soit traité. Bon, je parle de vampire rarement, je suis désolé. Mais... Donc ça, je pense que c'est un vrai sujet. Mais au-delà de la question de l'accord majoritaire, vous parlez de loyauté, moi je passais plus loin ou pas, j'en sais rien. On est beaucoup, je l'ai fait aussi à utiliser plutôt le terme de transparence. Moi, quand je discute avec des collègues ou des DG qui me disent comment est-ce que tu peux m'aider à construire ma stratégie sociale, je leur parle beaucoup de transparence. Il y a une formule assez juste qui dit, et moi je disais ça au syndicat La Massif, je vous dis tout ce que je fais tout ce que je dis, mais je ne vous dis pas tout ce que je fais. Et donc c'était, tu veux que je refasse? Non, je fais tout ce que je dis, mais je ne vous dis pas tout ce que je fais. Donc, je pense que la logique de transparence, elle est importante, parce qu'effectivement, surtout maintenant, où les modèles de communication sont extrêmement rapides, celui ou celle qui tiendrait deux discours différents à deux acteurs sociaux, quel que soit leur niveau dans l'entreprise, s'ils pensent un seul instant que les gens vont pas se parler, c'est quand même d'une naïveté absolue, quoi. Par contre, s'il veut que soit il a, ou elle, a une alliance contre lui de gens qui ont été roulés tous les deux, puisqu'on a menti aux deux dans cette affaire-là. Voilà, mais sur le fond, je trouve, moi, que renforcer l'accord majoritaire, partir du principe que l'entreprise est capable de trouver avec ses représentants, avec sa direction, avec tout le monde, ce qu'il lui faut à elle, c'est quand même le plus efficace. Ça veut pas dire qu'il faut pas des accords nationaux, mais, et que je rejoins ce que disait Laurent, à savoir que quand il y a ça, c'est très opposable, en fait.
C'est très opposable. Et on l'a bien vu avec, je me souviens des discussions, alors j'étais pas dedans bien évidemment, sur le partage de la valeur, où il y avait un écart, et puis finalement, vous étiez assez contre, hein, dans ce que j'ai entendu, et puis finalement, il y a un terrain qui a été trouvé. Et je me souviens de la pression qui a été faite, j'ai trouvé ça très intéressant sur un plan politique cette fois-ci. La pression qui a été faite sur le gouvernement, qui est de dire, transposé dans la loi, mais vous ne changez pas un mot au texte que nous avons négocié. Certains ont hurlé à l'abandon de la démocratie, mais je pense que c'est la vraie voie. Et comme on est sur un sujet compris d'incertitude, cette voie-là, elle est crédible à 3 titres en fait. Elle est crédible pour les gens, parce que c'est le fruit d'un dialogue. C'est pas le fruit de quelqu'un qui s'est levé un matin et qui a décidé que c'était comme ça. La deuxième chose, c'est le fruit d'un compromis. Par conséquent, c'est le fruit d'un équilibre. La troisième chose, c'est probablement l'avantage de la durabilité, parce que ce qui est un compromis équilibré, c'est que chacun a fait une part du chemin, donc chacun, comme disait Laurent, est co-responsable de la réussite de ce qui a été signé. C'est pour ça que les espèces de systèmes qui tombent d'en haut en disant, moi je reconnais que quand je négociais sur tel ou tel sujet, si mon DG m'avait dit, un peu comme le gouvernement dit quelquefois, si tu ne trouves pas d'accord, c'est moi qui déciderai, je l'aurais pas bien vécu. J'ai toujours été étonné, même si la loi à la fin doit donner sa décision, s'il n'y a pas de solution possible. Mais j'ai toujours été étonné par je sais pas ce que vous en pensez, vous l'avez vécu tous les deux, par ces négociations sous contrainte en disant, soit vous faites ça, soit en fait on s'en fout de ce que vous aurez dit et on vous appliquera le truc. C'est ça qui me surprend. Alors je trouve que et les gens, les salariés, même sans adhérer, même si ceci, cela, sont extrêmement sensibles parce que ça crée du dialogue social de qualité et ils disent, on parle de nous, on parle de notre entreprise et on parle des sujets de notre entreprise. Mais là, il y a un élément d'acculturation à ce dialogue, à cette puissance du dialogue. Ça dépend des syndicats. Certains sont déjà Alors, assez bien acculturés, d'autres, ils ont beaucoup de Ou choses cette à direction faire. générale, hein. Oui, ça s'arrange. Un DG, ça se manage. C'est ce qu'on apprend quand on est DRH. Geoffroy, ça se manage, hein, déjà. Oui, probablement. Juste peut-être sur une réaction sur le partage de la valeur. En fait, il faut savoir qu'un leader syndical patronal, et d'ailleurs, il a aussi des troupes. Oui. Et il a aussi des oppositions internes. Il a aussi un conseil exécutif. Son propre consensus. Voilà. Et donc, dans ce cas particulier, c'est toujours plus facile, en fait, dans un truc comme ça, surtout quand c'est sous le feu des projecteurs, de revenir devant ses troupes en faisant le malin, en disant j'ai rien lâché, t'as vu, je les ai bien envoyés bouler, quoi. Parce que voilà j'allais dire le côté entre guillemets avec beaucoup de guillemets macho du gars qui a pas lâché est plus payant médiatiquement et en interne que celui qui a dit j'ai fait un compromis, donc oui, il faudra partager la valeur même dans les entreprises, etc. à moins de 50, etc. Bon, là, après, c'était mon job de faire de la pédagogie en interne. Je voudrais juste revenir sur la vitesse, parce que, quand même, il faut qu'on se pose collectivement la question de, on n'a pas envie d'avoir le monde de l'Amérique, quoi. Un pays qui laisse des gens sur le côté, qui se clivent, on a l'impression qu'il y a 2 Amériques qui s'affrontent. Mais en même temps, c'est quand même un continent qui fait 2 fois la croissance de l'Europe depuis 30 ans. Et donc, la vraie question, je trouve, si on dépasse juste cette affaire de technique de dialogue social, c'est comment on fait pour faire de la culture du dialogue en Europe. Et certes, il y a des grosses différences entre la France et l'Allemagne, mais il y a quand même, quand on se compare, on n'a pas besoin d'être référent, quand on se compare avec les Américains, on est quand même dans une autre planète. Comment on fait que cette culture du dialogue ne soit pas un ralentisseur, un frein, mais au contraire un booster de performance? Et moi, la réponse que je donne là, c'est que je trouve qu'on devrait beaucoup plus décentraliser le social. Alors, je vois tout de suite les mains qui se lèvent dans la salle, ou du moins dans la salle syndicale, en disant oui, mais du coup, il y a plus de socle minimum, il y a plus de SMIC, il y a plus de contrat de travail, il y a plus. Non, je pense quand même que l'économie s'est fragmentée depuis 30 ans. Être salarié dans une start-up en pleine croissance et on a à 25 ans, ou être manutentionnaire dans un entrepôt cariste avec le dos bousillé, pas exactement la même chose, et c'est pas les mêmes sujets de dialogue. Et je trouve qu'on devrait non pas fragmenter le dialogue social, mais décentraliser, granulariser, pour prendre un mot positif, en laissant beaucoup plus de marge de manœuvre avec un accord majoritaire aux branches et aux entreprises. Ça a longtemps, je sais pas ce que je vais avoir la réaction de Laurent là-dessus, parce que ça a longtemps été quand même, enfin moi je me souviens très bien de discussion avec comment il s'appelle le leader éclair de FO,
Éclair, quand je dis éclair, pas Vageot, qui était un type très intelligent. Ouais. Oui, mais et il disait, oui, mais on voit bien où vous voulez aller. Plus on est entreprise, plus on est faible, plus c'est le pouvoir du patron. Donc, nous, on a construit, d'ailleurs c'est vrai, c'est l'histoire des syndicats français, on a construit notre force sur la mutualisation de tout le monde. On met dans la même pièce les fonctionnaires, les industries, enfin les ouvriers, les employés, machin, les cadres, et on se défend mieux. Je comprends cette logique au XXe siècle. Je pense qu'au XXIe siècle, c'est plus la même affaire. Mais Geoffroy, sans qu'il y ait rien de pervers dans la façon de vouloir diviser, ou ça implique quand même que, au plus proche du terrain, on est des acteurs présents, construits, acculturés à cette dimension et cette Oui, mais ça réclame probablement plus de formation, plus de carrière syndicale, oui. Mais je me dis que si on veut faire un levier de performance, les grands-messes, enfin, je veux dire autrement, les grands-messes auxquelles on a tous participé, je pense que c'est ce qu'on vit sur le conclave, c'est un truc du passé. Enfin, je vois pas comment ça peut fonctionner. Et finalement, si on se dit la vérité, comme on a topé les accords qui étaient des grands-messes au départ, à deux dans un bistrot, en se disant, voilà, tu diras ça, je dirai ça, et on va signer comme ça. J'exagère un peu, Laurent, mais ça s'est quand même produit plusieurs fois. Parce que, à partir du moment où on est dans une posture, pardon, où on était à la menthe. Au Perrier, ouais. À la menthe talot. Mais, oui, quand vous avez 10 personnes dans la pièce, plus et les médias à la sortie. et les micros à la sortie, on est dans la posture, enfin, ça peut pas marcher. Et en plus, l'État qui regarde par-dessus votre épaule pour voir ce qui se passe ou qui appelle le soir en sortant. Donc, moi, je crois, je sais pas, le mot granularité est pas bon, mais oui, je crois à une décentralisation massive, du dialogue social pour le rendre plus performant et plus rapide. Non, on décentralise. Jusqu'où? La réponse de la Bah oui. Non, mais en fait, bon, d'abord, ça s'est fait. Regardez, tu parlais des branches, du national, etc. Les branches, aujourd'hui, dans beaucoup de branches, le dialogue, il est quand même très inactif. Et il mériterait de l'être sur un certain nombre d'éléments. Moi, je crois si on allait vers davantage de granularité, pour reprendre l'expression, ça nécessiterait deux choses. C'est d'abord qu'il y ait un supplétif extrêmement puissant. Si vous ne mettez pas d'accord, mais voilà ce qui se passe. C'est ça qui s'appliquera. Ouais. Donc, une incitation, et qu'il soit une incitation à négocier vraiment, à sortir par le haut, ça nécessite aussi une vraie et pleine reconnaissance du fait syndical dans l'entreprise. Parce que c'est loin d'être le cas partout. Et donc. Et des carrières, enfin, il faut embarquer. Oui, après, il y a la question de la reconnaissance, de la formation, du fait, mais la reconnaissance déjà d'existence. Enfin, moi, je peux vous citer, je vais pas m'y amuser, mais quelques cas d'entreprises qui sont pas des petites entreprises, où, à chaque fois que vous installez un délégué syndical, sa durée de vie, elle est de 6 mois maximum. Donc ce sujet-là, il faut pas c'est-à-dire, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas dans les pays nordiques. Moi, j'étais président de la Confédération européenne des syndicats, où ça ne viendrait pas à l'esprit de quiconque de contester le fait syndical et le fait de représentation des salariés. C'est quand même le cas aujourd'hui encore, malheureusement, dans notre pays, et on l'explique par tout un tas de facteurs, la façon dont c'est construit le syndicalisme français versus le syndicalisme nordique, etc. Il y a plein de raisons à cela. Donc, mais ce qui est sûr, pour autant, une fois que j'ai fait ces erreurs-là, c'est qu'il y a tout un tas de sujets qui se négocient au plus près des réalités. Et que c'est de la même manière que dans la démocratie politique. Ouais. Si on croit qu'on va trouver la perfection pour tous les citoyens dans une mesure unique pour tout le monde, ça ne marchera pas. On le sait. Tu mets un supplétif puissant, parce que si tu mets pas de supplétif, il va se passer ce qui s'est passé au moment des ordonnances Macron, Pénicaud. C'est ça bah oui. Je veux dire, nous, on était d'accord, je vais raconter l'histoire. Nous, on était d'accord pour revoir le fonctionnement des IRP, des instances représentatives du personnel, et même, on l'avait dit, on était d'accord pour en supprimer et ça puisse fonctionner autrement. Pour une raison simple, c'est qu'il n'était pas logique que dans les comités d'entreprise, on parle de stratégie d'entreprise, on parle d'économique, et on parle pas d'un élément fondamental de l'entreprise qui est le travail. On confiait ça au CHSCT. Moi, j'ai toujours cette même conviction. Mais quand on a voulu négocier, le discuter avec dès 2017, dès l'été 2017, avec le gouvernement, on disait oui, vous pouvez négocier ce que vous voulez dans les entreprises sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel. En faire qu'une seule si vous voulez. Voilà. Mais si vous le faites pas, pendant un temps donné, ce qui s'appliquera, c'est la règle actuelle. Ça s'est pas passé. Ils l'ont pas pris.
Il n'y a pas d'incentive à négocier. Ben si, il y a pas, je peux te dire, parce qu'il y avait déjà il y avait déjà des équipes CFDT qui avaient négocié de façon expérimentale. D'ailleurs, ça avait été, certains avaient tenté de le contester, finalement, ça c'est pas le cas, qui avaient déjà négocié le fait de faire seulement 2 instances représentatives. Et pas 3 comme ça existait. Il y avait mais si tu fais pas ce supplétif, qu'est-ce qui s'est passé? Le discours à l'époque, c'était, on va faire plus de dialogue, enfin, on veut que ce soit moins formel, on va faire plus de dialogue social. Qu'est-ce qui s'est passé dans nombre d'entreprises? Je suis sans doute pas dans un public très friendly sur le sujet, mais je l'assume totalement, ça me fait aucun problème. Il s'est passé que tout le monde l'immense majorité des cas, mais c'est y compris les rôles, y compris la place, y compris le rôle des délégués du personnel. Et vous savez ce qui se passe dans certains CSE, je pense que vous savez mieux que moi encore aujourd'hui, c'est qu'on a des CSE qui durent 3 jours et on gère la fenêtre cassée dans tel atelier à tel endroit, alors que on pourrait très bien, si on était un peu moins con, excusez-moi le terme, le régler dans un dialogue de proximité avec les salariés. Non, mais je vais pas revenir sur les ordonnances parce que je pense que c'est un sujet national. Et justement, c'est pour moi le mauvais exemple de granularité. Je vais prendre un exemple qui pourrait être le bon. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises de la tech où on travaille beaucoup plus que 35 heures par semaine. Ouais. Les gens sont contents de le faire pendant une période, quitte d'ailleurs à avoir des mois off, machin, etc. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir un accord, c'est même pas de branche, tu vois, donc il y a un accord majoritaire dans une entreprise pour dire, nous, on est prêt à bosser pendant 3 ans, 45 heures par semaine, et en échange, on a 3 mois off au bout de 3 ans si la boîte atteint tête. Tu vois, c'est des sujets d'entreprise qu'il faut donner. Et là, il faut accepter qu'il n'y a plus de supplétif. Le supplétif, c'est l'accord majoritaire avec un représentant qui est pas forcément syndical, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais là, non, c'est un autre sujet qu'il faut admettre. Aujourd'hui, un gamin de 25 ans, c'est pas le syndicat qui va voir en premier pour se défendre. Il va sur Internet, il prend un avocat en ligne, et il attaque son patron, ou son DRH d'ailleurs, peut-être peu. Ouais. Donc, il y a aussi un sujet de formalisme, à force d'être trop formel. D'ailleurs, le MEDEF est aussi victime de ça, d'une certaine manière. Sauf que nous, on est, comme c'est des branches qui sont adhérentes, on est un peu plus protégés. Mais il y a une forme comment dire, dans la granularité, il y a aussi une forme de crise de représentation. Donc, je pense quand même que si on fait pas ça, on perd en performance, et même on perd en dialogue d'une certaine manière. Faut choisir les sujets. Tu peux pas tout mettre en. Il y a eu la loi El Khomri, quand même. La loi El Khomri. Oui, et tu vois. C'était plus facile pour toi de dire oui que pour moi. Non. Tu n'en prenais pas la gueule, si tu veux. On a quand même décentralisé un certain nombre de sujets, à juste titre. Moi, je considère, par exemple, que l'organisation du travail, c'est au plus près des réalités des salariés qu'il faut la négocier. Il faut que ça devienne un sujet de négociation réel. Et après, ce que tu dis sur l'engagement, il est vrai au sens où on n'aura pas des représentants avec étiquette syndicale dans toutes les entreprises. Je regardais les chiffres, la CFDT, j'ai pas les autres, d'adhésion, le nombre de jeunes entre 28 et 35 ans. Alors 28 elle paraît tard, mais enfin c'est quand même les entrées sur le marché du travail stabilisées qui sont à peu près. Et leur représentation, elle est loin d'être négligeable. Des jeunes représentants des salariés, des jeunes adhérents à l'organisation syndicale, il y en a quand même, et des jeunes représentants, il y en a. Mais si tu es sur un certain nombre de sujets où ils sont intéressés au plus près, il n'y a pas de cadre global qui peut être donné. Je suis d'accord, mais il y a des sujets sur lesquels ça peut pas marcher. C'est-à-dire, si tu dis on enlève le SMIC et vous négociez, regarde ce qui se passe sur les salaires. Les branches entre nous, dans beaucoup d'endroits, c'est une machine à maintenir des salaires relativement bas. Souvent, c'est un dumping des très grandes entreprises du secteur qui t'explique que vaut mieux maintenir les salaires bas. Ouais, je pense à un secteur en particulier, parce que le jour où il y a beaucoup d'activités, on ira puiser dans les entreprises avec l'argument du salaire, nous les grandes entreprises, et alors que nous on pratique un autre niveau de salaire. Il y a encore combien de branches qui ont des niveaux qui démarrent en dessous du SMIC? Ouais, mais là, je vais faire hurler tout le monde, mais ce système de coefficient de branche date du 19e siècle. C'est pas normal qu'on continue à réfléchir avec des coefficients des gens qui ont des postes.
qui ne correspondent plus à rien. Enfin, moi, si tu veux, quand tu vois que je sais pas quoi, la moitié de Sans doute, l'informatique mais dans ce cas, il faut repartir sur une négociation. mais attends, je finis Dans les juste. branches. La moitié de l'informatique française est en convention UIMM, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il y a quand même, enfin, évidemment, c'est très compliqué, mais il faudrait vraiment faire un table rase de ce système. Alors on va pas rentrer dans la négo. On va pas dans la. C'est pas près de lâcher. On va pas rentrer dans la négo. Il y a quand même un petit sujet sur. Pardon, je vais juste Ouais. dire. Encore une fois, je ne défends pas le modèle américain ou le modèle chinois, mais le problème, si tu veux, c'est que à un moment, c'est une économie qui est en train de nous envahir d'une certaine manière, par deux manières très différentes. Soit c'est le capital et le numérique côté anglo-saxon, soit c'est les produits manufacturés côté chinois. Donc, comment dire, si on meurt avec un dialogue social hyper apaisé, des conditions de travail formidables, mais que parce qu'on va pas assez vite, parce qu'on s'adapte pas assez, parce que le monde veut les adapter, on a une économie européenne. Encore une fois, je mets l'Europe qui crève. C'est quand même pas satisfaisant, in fine. Le présupposé Geoffroy, c'était il y a un enjeu commun, c'est l'avenir et la prospérité de l'entreprise elle-même, quel que soit le contexte, et on y parle, hein, l'efficience et le besoin de rentrer dans la compétitivité. Benoît, peut-être sur le fait de ramener le dialogue au plus près du terrain, de régler les problèmes du quotidien, puis peut-être de l'importance aussi de l'attractivité peut-être de l'engagement syndical. Tu as été, alors monopole ou pas des organisations syndicales au premier tour, tu as expliqué quand même que tu as vécu dans une entreprise dans laquelle il n'y avait pas d'OS et tu as ressenti le besoin de la faire émerger. Ouais, non, j'ai pas créé des OS, je suis pas responsable de créer des OS. Tu as impulsé, ça t'a non, manqué. j'ai fait élire des représentants du personnel dans chacun des magasins russes, Bon. on avait une cinquantaine, ils étaient un peu étonnés, hein, par la Ouais. méthode démocratique. Mais bon là, parce que en fait le syndicalisme russe existait encore, il suffisait d'avoir 3 personnes, dont une à l'intérieur de l'entreprise pour créer un syndicat. Donc c'est un peu Ouais. particulier. Mais indépendamment de ça, sur le dialogue de terrain, moi je crois vraiment, alors, c'est ce que je vois en fait, c'est que je trouve que par exemple avoir des débats sans fin sur la définition des métiers dans les CSE parce qu'on a changé ceci cela, bah c'est totalement antinomique avec la réalité d'une entreprise en fait, indépendamment de l'affaire de l'UMM que j'ignorais et qui me sidère, mais je veux dire par là c'est que c'est ça qui est un petit peu ennuyeux. Mais ça je pense que c'est pas la faute des syndicats. Et c'est vraiment j'avais participé aux assises du travail, tu sais, Ouais. que du centre avait lancé, et on avait essayé avec c'était avec Bruno Mettling, je crois, on se Ouais. souvient, Absolument. d'expliquer qu'il fallait peut-être avoir le courage de relire un certain nombre de dispositifs du code du travail ou autres qui étaient plus adaptés au monde qui était en train d'arriver. À l'époque, on parlait beaucoup du télétravail, mais il n'y a pas que ça. Et je trouve que ce travail-là, c'est dommage. Et je m'inscris pour les deux parties, les partenaires sociaux, ils se saisissent pas de ça. Très honnêtement, au quotidien dans l'entreprise, on voit des tas de règles qui s'appliquent et qui sont inadaptées à la réalité de la vie, d'une part, à la réalité de l'entreprise d'autre part, mais à la réalité de la volonté des gens du troisième. Et c'est ça qui est extrêmement gênant. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. J'étais à un moment, donc comme chacun sait peut-être, j'étais chez L'Oréal et il y a beaucoup de femmes chez L'Oréal, il y a 72% de femmes. Et certaines qui avaient des jeunes enfants, parce que bon, malheureusement, l'équilibre des tâches ménagères n'étant pas encore acquis, c'était plutôt elles qui me demandaient ces choses-là, et qui m'expliquaient qu'elles voudraient pouvoir arrêter de bosser entre 17h et 20h pour gérer les gamins, le bain et machin, où on sait que c'est l'enfer pour tous ceux qui ont des enfants en bas âge, et recommencer derrière. Et j'étais obligé de leur dire non. Ouais. Si t'as pas tes 11 heures, si demain on est en conflit, tu vas me sortir toutes tes statistiques de connexion, et tu vas m'expliquer que, et tu vas me dire, hors sup, ou je sais pas quoi. Non, attends, je termine, non, excuse-moi. Donc, c'est un exemple parmi d'autres que je prends volontairement excessif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, moi, je trouverais extrêmement intéressant, comme DRH, que les représentations, les organisations patronales et les organisations syndicales se saisissent du fait que, à force de cumuler les feuillets dans le code du travail, on a finalement, et c'est pas le code du travail que j'accuse, même pas le législateur, parce que le législateur, quand il a pris ses décisions, elles étaient sans doute bonnes à ce moment-là. Et ça me renvoie à un débat dont j'ai beaucoup regretté, même publiquement, qui n'ait pas été lieu, et ça fera tout plaisir à Laurent, c'est que j'ai été sidéré qu'on débatte des retraites sans jamais débattre du travail. Si et je me souviens que CNDT soutenait ça en disant, travaillons sur le travail avant de commencer à faire des trucs comme ça. Et j'observe avec beaucoup d'inquiétude, je suis pas certain que ce sujet va devenir un sujet de la présidentielle 2027. Et pourtant, dans le quotidien des entreprises, je parle sous le contrôle des gens qui sont ici, c'est une préoccupation majeure des gens. Et c'est une préoccupation majeure d'un certain nombre de partenaires sociaux qui disent, on doit pouvoir modifier, comme le disait Geoffroy d'ailleurs, au regard de nos réalités. Regardez, il y a un décret spécial qui a été pris pour les industries d'armement. Ouais.
pendant le Covid, il y a eu un décret spécial qui a été pris pour adapter les procédures sociales à l'urgence. Pourquoi est-ce que, à la fin du Covid, fort heureusement, on arrête tout ça, alors qu'on a vu l'efficacité que ça donnait? C'est ça que je comprends pas, en fait. Et ça nous Mais renvoie je pense que jamais le législateur le fera, parce que politiquement, c'est beaucoup trop dangereux. Mais est-ce que Donc, que les partenaires sociaux s'en saisissent et imposent au législateur le point de faire, ça me choque pas du tout que la démocratie sociale soit parfois plus puissante que la démocratie politique quand je vois l'état de la démocratie politique. Ça, c'est mon petit côté un peu énervé, mais ça va passer. On va faire répondre Laurent, et ça nous renvoie peut-être à la dimension de dialogue professionnel, puisque finalement, on parle de la réalité de l'organisation du travail. Non, mais qu'un certain nombre de règles soient contraignantes, d'ailleurs pour les partis. Après, il faut juste rappeler qu'on n'est pas dans un système où le pouvoir est totalement partagé. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire que à un moment donné, dans une entreprise et particulièrement dans un secteur, dans une région où les difficultés d'emploi sont telles, un salarié se peut très bien se voir contraint de travailler dans les conditions telles ou telles définies. S'il n'y a pas de contre-pouvoir et de rapport de force, voilà, on n'est pas dans un monde, comme le disait Geoffroy, totalement idyllique. Mais peu importe. Le sujet, revenons, projetons-nous. Le sujet qui me paraît être aujourd'hui une vraie coupure dans le monde du travail, c'est la coupure entre ceux qui ont un espace d'autonomie et ceux qui n'en ont pas. La question du télétravail est symptomatique. On a d'abord résumé le travail ces dernières années à la question. Ceux qui ont une autonomie, c'est aussi ceux qui ont un pouvoir de négociation, en général. Oui, Souvent. c'est vrai. Pour une part, la preuve, et c'est ça qui est en train de se jouer dans le monde du travail. C'est aujourd'hui, dans certains secteurs professionnels, le fait de ne pas pouvoir, parce que je rappelle que c'est 30% des salariés qui peuvent bénéficier du télétravail, connectivité qui est télétravaillable, de ne pas pouvoir en bénéficier, ça va devenir, dans certains secteurs professionnels, un handicap de recrutement. Alors il y a un vrai reflux aujourd'hui. Et le sujet de l'autonomie, il est là-dessus, et pas que là-dessus. Et on a beaucoup parlé après le Covid. On a un peu oublié quand même ceux qui ont été les soutiens pendant le Covid et qui sont restés présents, hein, et pas visibles ou invisibles d'ailleurs. Et après on a dit, regardez, le travail est en train de muter totalement, il y a le télétravail. Oui, pour 30 à 35% des salariés. Pour les autres, non. Et donc il y a cette autonomie-là, mais il y a une autre espèce d'autonomie. C'est est-ce que pendant mon temps de travail, j'ai un peu d'autonomie sur la façon dont j'exerce mon travail ou pas? D'ailleurs, cette autonomie, moi je dis souvent, pour illustrer ça, c'est est-ce que si le petit est malade, t'as le temps de prendre le rendez-vous chez le toubib le soir ou t'as pas le temps de le prendre? La réalité, c'est que ça, c'est une vraie rupture. C'est un vrai truc qui est en train de couper le monde du travail en deux. Et donc, on discute pas de la même manière. Et t'as raison, Geoffroy. Ceux qui ont l'espace d'autonomie, souvent, c'est ceux qui sont dans les secteurs où ça a le plus discuté, ça a plus. Mais les autres, on fait quoi des autres? Et les autres, on peut les renvoyer à de la négociation locale, mais ça suffira pas, parce que c'est quand même les endroits où le dialogue est moins mature. Forcément, si on parle de L'Oréal, de la Massif, du Crédit Mutuel, etc., on sait que le cadre du dialogue social. On a de quoi construire un socle à tous les niveaux. Oui, et puis c'est là où aussi, on va pas se raconter d'histoire, où le syndicalisme, avec l'accord majoritaire, et encore plus la minorité d'opposition, qui a été, je pense, le truc le plus malin qui a été construit, c'est-à-dire t'es pas d'accord, tu fais plus de 30%, tu peux t'opposer. Ah, c'était sympa de voir combien on pouvait expliquer que c'était un accord de merde, mais qu'on s'opposait pas, même 35% de minorité. On a quand même vécu de grands moments. Mais ouais, moi je pense que je suis d'accord pour envoyer à la discussion locale au plus près un certain nombre de choses. Mais la question qui sera posée, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord? Qu'est-ce qui se passe si la loyauté n'est pas présente dans la discussion? Et on ne peut pas partir que le monde est merveilleux. On ne peut pas partir de l'idée que il y aurait dans toutes les entreprises dans l'immense majorité, je le crois. Hein. D'ailleurs, la preuve, les derniers conflits sociaux se sont pas passés dans l'entreprise. Mais dans beaucoup d'endroits, le rapport de force sera tellement déséquilibré que ce sera trop dangereux. C'est-à-dire que la question qu'il faut que le monde patronal se pose, c'est si on devait aller vers une déclinaison du dialogue au plus près dans certaines conditions. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? Qu'est-ce que le monde patronal est prêt à faire pour que on puisse pas tomber dans une forme de moins-disant dans certains secteurs? Ça nous renvoie à la culture du compromis. Moi, il me semble qu'il y a une autre manière de raisonner, mais qui reprend ce que tu dis. On est dans une économie de la connaissance. Bon,
beaucoup. Dans l'économie de la connaissance, et ça concerne pas tout le monde, au fond, le sujet de de l'asymétrie du rapport de force se pose très différemment. Parce que chacun le sait, quand tu es une prise de conseil, du numérique, etc., ton sujet, c'est de recruter des talents, et les gens sont monnayables. Et en plus, avec la démographie qui nous attend de plus en plus. Et donc, on pourrait se dire, si tu veux, l'économie de demain, il faut vraiment tout renvoyer en bas parce que le pouvoir est totalement équilibré. Certes, il y a un lien de subordination, mais la capacité à partir, à monnayer son talent d'entreprise d'à côté est telle que le bémol de ça, c'est l'effet sablier. C'est-à-dire que les emplois de demain, ils sont soit tout en haut, soit tout en bas, ceux qui n'ont pas le pouvoir de... Donc, t'as presque envie de dire, mais c'est évidemment très théorique ce que je vais dire, c'est que tu pourrais tout négocier en bas pour ceux d'en haut, en quelque sorte, et tout négocier en haut pour ceux d'en bas. Parce qu'une femme de ménage, elle n'a pas la capacité, ou une infirmière, ou des métiers, entre guillemets, qui sont plus durs physiquement et qui ont moins d'autonomie et moins de capacité de négociation, ont besoin d'une collectivité pour négocier. Puis il y a l'enjeu quand même d'avoir un cadre commun. Puis il y a l'enjeu quand même que l'entreprise... Bien sûr, et après on revient plutôt au pays, à l'entreprise. Oui, mais les entreprises... Branche entre... Ouais. Les entreprises qui ont beaucoup de gens autonomes et beaucoup de gens pas autonomes, c'est assez rare. Ouais. Tu vois, c'est des modèles. Enfin, il y a sûrement... Mais on a eu à gérer ça, tu te rappelles, pendant le Covid, on a été à un moment donné obligé d'arrêter dans ça. On avait ressenti à peu près la même chose au même moment sur le risque col blanc, col bleu. Alors c'est un peu has-been comme terme, mais c'était ça. Il y a les entreprises où il a fallu, on disait, même ceux qui sont col blanc, on a intérêt à les faire revenir en entreprise parce que on va créer un truc qui va mal tourner, quoi. Et on avait alerté, je me rappelle, certains entreprises. J'ai envie de faire réagir nos amis. Vous êtes les praticiens au quotidien. Vous avez entendu. Alors c'est intéressant, c'est quand même deux convaincus. Et Geoffroy, vous l'aviez dit à Rennes. Vous n'avez pas fait bac pro. Non, c'était ou dialogue social première langue ou bac. C'est que ça s'apprend. C'est pas. Vous n'êtes pas né avec cette conviction. Et vous l'avez gagné. Envie de réagir, questions, témoignages, objections. Vous êtes un groupe de praticiens, n'hésitez pas. Allez-y, je vous laisse vous présenter. Vincent Renet, conseil RH. Après une longue carrière à la SNCF, donc au cœur du dialogue social aussi. Vous avez d'emblée situé le dialogue entre le capital et la force de travail, mais quelle place particulière vous assignez au DRH? C'est Laurent. Alors on partage les micros, t'en es pas beaucoup. Non mais mais d'abord juste pour dire que moi ma grille de lecture souvent dans quelques entreprises d'une certaine taille déjà, c'était de savoir si le DRH il était au comité exécutif ou pas. Et ça on a vu une évolution quand même. Enfin, voilà, moi je suis pas du tout décliniste, mais on a vu une évolution, mais pas partout. Le DRH, alors le coup c'est un réflexe de syndicalisme, et c'est le représentant de l'employeur. C'est-à-dire que donc la question c'est il y a 1000 manières, il y a 1000 manières d'exercer le mandat syndical, 1000 manières d'exercer la responsabilité de DRH. Mais de mon point de vue, c'est celui qui doit faire comprendre que on a intérêt au dialogue, y compris et que la voie du dialogue elle est plus prolifique que la voie de l'affrontement un peu stérile. Voilà, mais son positionnement dans l'entreprise dit beaucoup de choses. Et de plus en plus, enfin, en tout cas, dans un certain nombre d'entreprises moyennes ou grandes, les choses ont plutôt bougé. Bon, je vais compléter. Oui, le DRH plus on va dans l'économie de connaissances, plus le DRH est un élément clé de la stratégie de l'entreprise. Il y a peut-être une autre manière de poser la question que vous avez posée. C'est au fond, les entreprises depuis 30 ans ont beaucoup plus, répondu aux demandes des actionnaires, en particulier les entreprises cotées, que dans les 30 années avant. On sait toutes les théories. Alors, moi, j'aime pas ce mot de financiarisation de l'économie, parce que ça veut rien dire, mais les actionnaires étaient totalement oubliés dans les années 60. Ils sont maintenant parfois surreprésentés. Le rôle du management, surtout du management salarié et donc du DRH, c'est aussi de trouver l'équilibre et d'avoir une vision peut-être un peu plus long terme et donc quelquefois d'être capable finalement de prolonger l'objet social de l'entreprise au-delà
d'objectifs très court-termistes qui peuvent être au trimestre, etc., etc. Pas pour rien, d'ailleurs, au passage, pas tout à fait l'objet de la discussion, que il y a de moins en moins d'entreprises cotées dans le monde. Parce que la cotation, ça a quand même des conséquences très court-termistes. À la fois, alors il y a deux conséquences, il y a l'horizon de temps et l'ultra-transparence, qui est un cauchemar absolu. Parce que vous êtes obligé de montrer à la terre entière, l'État d'un côté et vos concurrents de l'autre, ce que vous faites. Et d'où le succès du private equity, qui est pas toujours très populaire, notamment chez les syndicats, mais qui quand même a quelques avantages, c'est qu'ils sont pas là pour 3 mois. Alors, ils sont pas là pour 5 ans, pour 15 ans. Mais ils ont quand même une vision un peu plus long terme du truc. Oui, bonsoir, Olivier Réau, facilitateur stratégique et en même temps président de IAF France, l'association des facilitateurs. La rencontre s'appelle aujourd'hui Crise et incertitude miser sur le dialogue en entreprise. Et le sentiment que j'ai, c'est que vous prolongez très très bien un peu un dialogue que vous avez eu entre vous, un peu en vase clos, en tout cas dans un contexte qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, quand on est au contact des entreprises, on rencontre beaucoup de collaborateurs qui sont un petit peu tétanisés par tout ce qui se joue, qui sont un petit peu parfois en désespérance. On a des directions qui ont du mal à décider parce que l'incertitude, c'est un peu l'indécision. Et donc, avec toutes les turbulences qu'on connaît encore plus particulièrement depuis 2022 ou même 2025, est-ce que finalement, le dialogue social, il est toujours le même, ou il y a d'autres enjeux, peut-être aussi même, vous l'aviez par contre ça bien souligné, il y a une singularité européenne et même française qui pourrait être un atout pour remettre de l'énergie justement dans les organisations. Est-ce qu'il n'y a pas des choses différentes qui se jouent désormais en 2025 à notre époque? C'est difficile de répondre pour toutes les entreprises. Moi, j'ai toujours pensé que le dialogue social devait s'accompagner d'un dialogue économique. C'est-à-dire être capable de parler aux salariés, d'abord au COMEX, ensuite aux salariés, de la stratégie d'entreprise, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va réagir, etc. C'est devenu très difficile pour un patron aujourd'hui d'aller expliquer à ses salariés au COMEX ce qui va se passer dans les 6 prochains mois, voire dans les 6 prochaines semaines, pour pas dire dans les 6 prochains jours. Parce qu'il y a des incertitudes. En même temps, ça doit pouvoir, on peut espérer que ça soude les collaborateurs autour d'une communauté de destin. Si vous êtes salarié dans le cognac, aujourd'hui, et si vous êtes patron dans le cognac, c'est un peu le Covid pour le cognac, quoi, si je veux dire. J'exagère un peu, mais on est en train de vous dire, en Chine, ça s'écroule, aux États-Unis, ça s'écroule. Qu'est-ce qu'on fait? On arrache les vignes. Et d'une certaine manière, dans ces moments-là, c'est soit pas de dialogue social du tout, soit au contraire une intensité énorme pour se retoucher les manches, trouver des solutions. Donc ça peut générer ou l'un ou l'autre. Et je pense que c'est une affaire de circonstances. Non, ce qui est difficile pour un patron, je sais pas exactement votre question, mais Léon, c'est quand ça va mal, quand ça va bien, facile d'être patron quand ça va bien. Quand il y a les emmerdes qui s'accumulent, les nuages, etc. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites pas? Et c'est pareil pour un DRH d'ailleurs. Parce que la transparence tout à l'heure. Oui, parce que je pense qu'il faut pas. On est dans une époque de transparence absolue qui est, c'est un peu plus philosophique comme discussion, mais qui va trop loin. Et il faut pas tout dire aux salariés. Il faut même pas tout dire à son DRH. Tu seras d'accord. Le DRH dit pas tout au DG. Mais le DRH, bien sûr. Mais le DRH dit pas tout, bien sûr. Et donc cette dose de vérité et de lucidité, parce que en même temps, je vais faire 10 secondes, excuse-moi Laurent. Mais moi j'ai un souvenir assez poignant, enfin pas poignant mais frappant plutôt. J'étais donc patron de Virgin Mobile, on avait 2 millions d'abonnés, on était tout contents et on voit arriver Free qui du jour au lendemain dit ce qui valait, je promets 40 € vaut 20 et ce qui valait 10 vaut 2 €. Donc là je suis dans mon bureau et le premier jour on perd 50 000 abonnés. Donc faites le calcul, 2 millions divisé par 50 000, il nous reste donc pas longtemps à vivre. Et ce qui était frappant, il y avait 2 solutions. C'était ou panique à bord, on coupe, on machin, etc. Ou on réunit des gens pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait collectivement pour trouver une solution. Alors, on a un peu préparé le terrain quand même, donc on s'en est sorti. Mais oui, c'est ces moments-là où on cristallise
Mais en même temps, je pouvais pas leur dire, je pouvais pas dire aux gens, ben on a perdu 50 000 abonnés aujourd'hui, donc dans 4 mois et 28 jours, on ferme. Vous voyez, donc c'est ça qui est compliqué, et c'est à la fois une période stimulante, mais évidemment angoissante pour les Laurent. Oui, non, d'abord, je réagis à vase clos. On s'est chopé le Covid, on s'est chopé les gilets jaunes, on s'est chopé les retraites. Voilà, c'était pas vraiment vase clos, hein. C'était moins que le monde des consultants. Hein. Mais ça, c'était pour la boutade. Moi, je crois que la question, et ça revient aussi à un des débats qu'on a eu, la question, c'est la question de l'agilité et le fait de tenir compte de ce qui constitue l'entreprise, les salariés, du capital, et le fait qu'il y a un commun. Et donc oui, il y a un sujet d'agilité qui est posé. C'est-à-dire que les incertitudes, en plus, maintenant on n'est plus seulement dans les incertitudes. Avec ce qui se passe aux États-Unis, on est dans une forme de confusion. Donc ça veut dire que dans la confusion, maintenir le cap, c'est absolument nécessaire. Et par contre, il faut savoir tirer des bords. Et c'est là où ce qu'on travaille avec Catalyst et dans le lab des dialogues, on l'a pas suffisamment dit, mais dans le lab des dialogues, il y a 2 patrons, il y a Geoffroy et puis il y a un autre patron. Il y a 2 DRH, il y a 2 universitaires dans le petit comité d'orientation et puis il y a des gens engagés différemment. Et ce que je veux dire par là, c'est on a conscience qu'il faut regarder comment on fait. L'agilité, c'est le dialogue. L'agilité, c'est la capacité à se retourner. Et pendant le Covid, enfin, disons-le, c'est l'immense majorité des entreprises qui ont bien géré le truc parce que les gens ont été intelligents collectivement. Et moi, je suis persuadé de ça. Et donc, la question, c'est comment on fait que les gens mettent cette intelligence collective au service du commun qui est l'entreprise. Et c'est là où je crois qu'il faut considérer le travail tel qu'il est. Parce que, regardez tous les échecs démocratiques qui sont les nôtres, c'est quand même que on considère les gens comme une masse informe auquel il faut répondre et auquel il faut répondre aux aspirations les plus instinctives d'une certaine manière et pas sur le réel. Et le fait du dialogue professionnel, il est fondamental. C'est-à-dire de partir du travail réel, c'est fondamental. D'avoir cet espace de confrontation. Et puis, je le redis parce que pour moi, ça a été extrêmement important. Quand vous avez un représentant salarié dans un conseil d'administration qui voit bien et sauf s'il veut, il y a eu très très peu de cas inverses, hein, mais qui regarde la situation de l'entreprise et qui se dit voilà, on est dans cette situation-là, et qui même s'il a un devoir de réserve tempère en disant écoutez, là on est vraiment dans la merde, on a perdu sans donner les détails, et il faut qu'on tienne le coup, etc. Moi je crois à ça, et la question c'est comment on fait évoluer ça dans un espace-temps et un espace géopolitique qui est beaucoup plus compliqué qu'il ne l'a été. Et c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, 1 an, la guerre en Ukraine, disons-le, les choses sont plus incertaines. Mais regardez, pour autant, ça s'est pas effondré. Pour autant, notre économie souffre, mais c'est pas effondré. Et elle tient pas parce qu'elle a essayé de copier. Et c'est là où je suis d'accord et il faut qu'on continue la réflexion, pas parce qu'on a essayé de faire l'économie sociale, l'économie de marché à la mode américaine, parce qu'on tient le truc. Mais l'Europe, elle doit regarder comment elle est plus agile. Moi, je rêve qu'on soit capable, il y a plein de défauts dans les pays nordiques, mais qu'on soit capable d'avoir ce même réflexe. Et ce même réflexe, il est quand même un pas en avant des deux, quoi. Et c'est là où ça a été plutôt, pendant longtemps, les interlocuteurs patronaux disaient il nous faut une organisation intelligente, nous on n'a pas à bouger, il suffit que l'organisation syndicale en face soit un peu plus intelligente et on arrivera à bouger. Quand on est DRH, moi je suis dirigeant aujourd'hui, hein, on peut se dire il faudrait qu'il soit plus intelligent. Mais à chaque fois il faut se demander et nous, comment nous aussi on doit bouger. Et c'est ça qui a été possible dans un certain nombre à la fin de la période qui a été celle de ma responsabilité, c'est que on sentait que chacun s'interrogeait sur sa propre responsabilité. Et ça, c'est fondamental. C'est le dialogue, c'est pas demander à l'autre d'être comme on voudrait qu'il soit, c'est de regarder comment chacun fait un pas l'un vers l'autre. Ça s'appelle le compromis, le courage du compromis. Oui, ça s'appelle d'affronter, Geoffroy l'a esquissé, mais d'affronter ses propres troupes parfois. Voilà, c'est pas totalement... Et puis, on n'a pas bu que de la menthe à l'eau, hein, mais ça, à un moment donné, c'est vrai. Et c'est pas de la compromission, hein. Je veux dire, ça nécessite à un moment donné de se dire, voilà, moi je peux aller jusque là. Je te le dis, mon vieux, je suis pas capable d'aller plus loin. J'arriverai pas. Peut-être tu me convaincs, mais j'arriverai pas de toute façon.
et vice versa. Et au bout d'un moment, on regarde si on est capable de faire, de toper ou pas de toper. Enfin, la négo, c'est aussi un exercice, c'est un rapport de force, mais c'est aussi, on l'a dit, un exercice où on doit être en loyauté et se dire les choses sans qu'on ait, en sachant, ce qui est aussi un enjeu pour la démocratie politique, en sachant que ça va pas le lendemain sortir dans la presse. C'est fondamental. Je suis désolé. On joue un petit rôle. Benoît. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu donnes la parole. Ah non, j'en ai demandé du tout. J'ai dit qu'on était arrivé à la fin. On a encore une question. Bah, vas-y, alors. Rapidement, je me présente, je suis DRH dans une activité de la SNCF, où effectivement, le dialogue social, et j'ai ma collègue responsable des dialogues sociales, on a la chance d'avoir un dialogue social robuste. En fait, moi, la question, parce qu'à vous écouter, il est vrai que bon, finalement, il faut aller chercher des compromis, il faut travailler ensemble, collectivement. Moi, ce que j'ai pu observer quand même, parce que j'observe, c'est que quand on a eu le Covid, ça a marché. Quand on a eu la préparation des Jeux Olympiques, ça a marché, c'était compliqué. Je parle de mon entreprise pour le coup. C'était compliqué, j'ai eu un envahissement. Charlotte peut en témoigner. Donc voilà, c'était tonique, mais ça a marché. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que vous parlez de transparence tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est très important d'avoir une transparence sur les enjeux partagés et faire vœu un peu plus de sincérité et d'honnêteté intellectuelle de part et d'autre? Non, mais ce que je dis sur le dialogue économique, c'est-à-dire qu'à un moment, si on dit on ne réussira les jeux que si la SNCF met les trains en marche, machin, etc. Voilà, ça crée un objectif commun. D'ailleurs, pour revenir sur comment réformer le dialogue social et mettre plus d'annualité, un peu plus d'agilité, je pense que si on arrivait à convaincre la majorité de nos concitoyens que si on change pas les choses, on va devenir une colonie numérique américaine et un supermarché de produits chinois, et il nous restera que les châteaux de la Loire et Versailles pour faire du business. Je caricature évidemment le propos, mais vous voyez cette idée d'arriver à créer le sentiment d'urgence et alors évidemment, quand vous avez le Covid, c'est beaucoup plus facile. Parce que voilà, personne commence à discuter de savoir si on est en mode survie. Et donc, on peut pas être en mode survie tout le temps, parce que c'est un mode de crise, c'est un mode d'urgence, c'est un mode, etc. Et donc, cette capacité à transmettre, et je pense quand même que, je sais pas si Laurent sera d'accord, il y a une chose qui est importante dans le dialogue social, qui est différent des UX, c'est, on est, d'une certaine manière, condamné à cohabiter. C'est ça que la loyauté est importante, parce que si je le baisse sur une négo, pardon de cette vulgarité, je sais que ce sera toujours secrétaire général de la CFDT le mois prochain que j'aurai une autre négo. Vous avez plein de cas dans la vie, vous faites une négo one-off. Je veux dire, si vous vendez une voiture d'occasion, pour prendre un exemple comme ça, voilà, vous serez pas amené à revoir. Non, mais c'est un peu un exemple trivial. Et donc, c'est en construisant dans la durée que le jour où vous dites, non là, c'est vraiment grave. Je sais pas quoi. Il y a l'histoire, moi je connais pas bien le sujet de la concurrence dans la SNCF, enfin, l'arrivée de la concurrence. Est-ce que Sudrail a bien perçu la réalité de ce phénomène de concurrence qui, si à un moment un autre machin, Trenitalia ou je sais pas quoi, enfin je connais pas les concurrents, vous voyez. Non mais répondez pas à la question, mais c'est ça que je veux dire, c'est que est-ce que le corps social, je vais plutôt dire comme ça, est-ce que le corps social de la SNCF a bien compris qu'ils étaient plus un monopole et que forcément l'enjeu n'est plus tout à fait le même que de défendre tel ou tel avantage. Oui, bien sûr, allez-y, oui. La pédagogie. Je suis toute petite, une petite DRH, mais en tout cas, moi, je suis certaine que faire vœu de pédagogie, d'explication, de transparence sur les impacts de ces gros enjeux, pas uniquement en temps de crise, mais aussi s'agissant des retraites, c'est tout à fait possible. Ce que j'observe, c'est que pour que ça bouge, il faut quand même créer un sentiment d'urgence. Pas de panique, mais d'urgence. Merci. Oui, c'est fini. On est Vas-y, Benoît. Bah ouais, on a un timing à respecter. Vraiment, je pense que vous pouvez applaudir. Merci à vous. Merci Vicky, c'était un moment très riche. Je me disais parce que demain il y a
intervient. Il faut peut-être changer de cerveau, parce que je fais une intervention à Vivatech sur l'IA et l'impact sur les organisations, et donc j'ai essayé de me dire comment faire le parallèle. Voilà, comment faire le parallèle entre les deux, et je pense que ça va être un défi. Donc voilà, donc merci beaucoup, c'était vraiment intéressant et la transparence vous avez fait part. Merci à vous tous de votre écoute. Je crois qu'il y a un cocktail qui est juste en bas, je crois, et donc encore merci François pour tout ça. Et puis je suis très honoré d'avoir le directeur général du travail. N'est-ce pas? Merci à lui. Voilà, merci à vous d'être venu. Et tout ceci ne s'arrête pas pour les gens qui ont envie de continuer à suivre les travaux du Lab des Dialogues, conduit par nos deux co-présidents. N'hésitez pas à aller voir les gens de Catalyst pour suivre leur production, voire y participer. Merci à vous.